Table ronde portera sur la dynamique en cours et perspective de l'autopartage à Lyon. Et je donne la parole à l'animateur spécialement venu pour cette table ronde. Merci beaucoup, enchanté, bonjour à toutes et tous. J'espère qu'on va arriver à vous tenir réveillés pour cette dernière table ronde de la journée, avec une place particulière accordée aux opérateurs. Je suis une exception finalement dans cette table et m'en voudrez pas, je vais me présenter en premier puisque j'ai le micro en premier. Donc je suis Fabien Garcia, je suis directeur général du bureau d'études Transitech Ingénieur Conseil. Et pourquoi je suis là? Parce qu'on a eu l'honneur et le plaisir d'accompagner la métropole dans le déploiement de son schéma directeur d'autopartage. Donc le fait de poser leur politique et leurs ambitions de développement de l'autopartage pour les prochaines années. Ils m'ont gentiment proposé de venir animer cette table ronde et je suis heureux de retrouver autour de la table les opérateurs de la place lyonnaise, à commencer par Elsa Rousselet qui représente LPA Cities. Alors, tout est indiqué là-bas. Vincent Fray qui représente Léo Go, Thomas Bovin pour la société Getaround et Maxime Badin pour I+, Drivalia. Je vais y arriver. Pas forcément pratique à prononcer. Peut-être que pour commencer et puis pas mettre la poussière sous le tapis, vous voyez qu'il y a une cinquième chaise qui attendait là-bas, puis ça mérite aussi d'être énoncé. Il y avait un cinquième invité à cette table ronde qui n'est pas présent, c'est la société Zity. Zity qui est absent et qui a aussi des difficultés sur le marché lyonnais. Donc c'est important aussi de souligner que la place des opérateurs, elle n'est pas garantie, elle n'est pas forcément ultra pérenne non plus. Donc c'est des choses qu'on aimerait aussi évoquer par rapport à la rentabilité et à la durabilité des services d'autopartage. Je vais ensuite vous passer la parole, respectivement, pour présenter qui vous êtes et ce que vous faites au sein de vos sociétés et présenter la spécificité de votre produit, parce qu'on n'est pas sur 4 services d'autopartage qui sont identiques, bien évidemment, et heureusement. L'idée, c'est de mettre l'accent sur la différence de ce que vous proposez, et puis on rentrera dans le vif du sujet avec quelques questions. Elsa ? Bonjour à tous. Donc, je suis Elsa Rousselet, je suis directrice des services de mobilité pour la société LPA SPLM et nous exploitons aujourd'hui le service Cities LPA sur le territoire de la métropole. C'est le service d'autopartage en boucle et en station avec une spécificité dans les jours qui viennent puisque nous deviendrons service public d'autopartage pour la métropole de Lyon à compter du 1er avril 2024, donc dans quelques jours. On y reviendra. Voilà. Merci Elsa. Alors Maxime Badin, je suis responsable de flotte chez Drivalia. Donc Drivalia est une filiale du Crédit Agricole. On comprend 3 marques, donc Rent and Drop, qui sont des véhicules utilitaires en aller simple, Drivalia où on fait de la courte et moyenne durée sur des véhicules de tourisme, et I+Cher, donc sur Lyon, le service d'autopartage. Et notre spécificité, c'est qu'on n'a que des Fiat 500 100% électriques en free floating sur Lyon. Ça marche. Ça marche. Test micro. Vincent Fray, donc je suis le responsable du service d'autopartage Léo Go. Donc on opère également en free floating sur le territoire de la métropole, dans 6 communes Lyon, Villeurbanne, Caluire, Bron, Écully et Caluire. Je fais le tour. Et l'aéroport de Lyon également. On a 400 véhicules répartis sur cette zone. On avait démarré en 2021. On est une société lyonnaise, donc on opère exclusivement sur ce territoire. Donc on a un acteur local. On avait démarré en 2021 avec 300 véhicules, on est passé à 400 en fin d'année dernière, fin d'année 2023. On a une flotte de véhicules à la fois électriques, on a un quart de véhicules électriques, on a des véhicules hybrides et thermiques, donc on a un panel de motorisation de véhicules différents. On reviendra dans les détails, je pense, dans cette table ronde. Voilà. Et puis on a également différentes typologies d'usage qui sont assez larges. Je pense qu'on reviendra dessus également dans la table ronde. Mais on voit que l'adoption de l'autopartage se fait petit à petit. On est très content d'être aussi accompagné, d'être plusieurs acteurs. C'est vrai que c'est un environnement qui peut être complexe, notamment économiquement. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans la démarche de se serrer les coudes et d'essayer de créer un peu cette dynamique autour de l'autopartage. Et très content d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà. Merci Vincent. Et Thomas. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation et l'introduction. Du coup, Thomas Bovin, je suis responsable développement collectivité chez Getaround. Alors Getaround, pour faire un petit pas en arrière, c'est né sous le nom de Drivey en 2010, en plein boom de l'économie collaborative. Notre modèle, c'est de l'autopartage, de la location entre particuliers. Chaque particulier peut proposer son véhicule sur la plateforme.
Le modèle a un peu évolué. On est devenu donc Getaround en 2019 et on propose toujours de la location entre particuliers, mais on a également des professionnels opérateurs de flotte, professionnels de l'automobile, qui proposent des véhicules, et c'est grâce à ces professionnels qu'on peut proposer des partenariats en voirie sur différents territoires un peu partout en France. Donc maintenant Getaround, c'est la première plateforme d'autopartage en Europe, présente dans un peu plus de 1000 villes et 8 pays en Europe. Merci pour cette introduction. C'est désormais à mon tour de vous assommer avec quelques chiffres. J'espère que vous serez tolérants, mais ça me semble important de poser un petit peu le cadre de ce que c'est que l'autopartage à Lyon spécifiquement. Il y a eu beaucoup de séances qui parlaient de l'autopartage en général, mais à Lyon, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Aujourd'hui, d'après le baromètre qui est tenu à jour par la métropole, c'est entre 20 et 25 000 trajets mensuels qui sont effectués en autopartage. On commence à être sur une masse critique qui est assez intéressante. Et quand on regarde en termes de kilométrage, c'est 750 000 km par mois. Donc, on n'est pas loin des 10 millions annuels. On commence à avoir un poids intéressant. Ça fait le lien aussi avec la précédente table ronde qui portait sur l'électrification des services d'autopartage. Et puis ensuite, pour revenir un petit peu opérateur par opérateur et par ordre chronologique aussi d'ancienneté sur la place lyonnaise, quelques éléments chiffrés pour situer le panorama. L'acteur historique, c'est LPA Cities, qui ne s'est pas toujours appelé LPA Cities précédemment, mais aujourd'hui, c'est à peu près 450 véhicules. On a une forte tendance à l'évolution, donc voilà. À l'instant T, je m'en voudrais pas, à l'unité près, on n'est peut-être pas tout à fait juste, mais c'est à peu près 450 véhicules, 177 stations, ça bouge quasiment toutes les semaines en termes de quantité. Donc là aussi, on est sur une vision à peu près sur le mois de février et le mois de mars. Et mine de rien, pour donner un petit peu la dynamique de la tendance du moment, on est à plus 20 stations entre les mois de novembre et ce mois de janvier. Donc en 3 mois, 20 stations, on fait une quasiment tous les 3 jours ouvrés. LPA City, c'est entre 5 et 6 000 trajets par mois, de manière assez stable sur l'ensemble de l'année. C'est de la boucle, vous l'aviez précisé. Et les distances qui sont parcourues sont assez conséquentes. C'est 80 km en moyenne sur les trajets qui sont effectués, ce qui est assez logique finalement sur le phénomène de la boucle, mais vous y reviendrez peut-être un petit peu par la suite. Et c'est l'acteur historique de la place lyonnaise, puisqu'elle émane de l'association La Voiture Autrement, qui a été créée en 2003, et donc plus de 20 ans après, toujours dans la place, avec un volume de parc toujours plus conséquent. Le deuxième opérateur historiquement, puis là on fait un bond dans le temps, c'est 2021, c'est Léo & Go. On est quasiment sur un nombre de véhicules équivalent à LPA Cities, 400 voitures, dont certaines qui viennent d'être mises en service. 2 fois moins de trajets assurés finalement par rapport à un parc équivalent. 2 fois plus de trajets, pardon, mais une distance moyenne qui est inférieure à 20 km. Donc on voit déjà la différence entre le système en boucle et le free floating. On est sur une typologie de mobilité qui est complètement différente. L'offre Zity, ensuite, absente, mais qui représentait 3000 trajets assurés et qui était présente depuis 2022 sur la place. Plus cher, c'est 400 trajets par mois, 86 véhicules, et vous êtes présent depuis l'année dernière. Voilà. Et Getaround, principe un petit peu à part, qui met en relation les usagers de l'autopartage avec des particuliers et avec des professionnels. Alors c'est une activité qui est un peu plus difficile à tracer, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le niveau d'usage et la mobilité induite par vos services aujourd'hui sur le territoire de la métropole de Lyon ? Tout à fait, oui, c'est vrai que c'est un peu plus dur à quantifier, notamment, là vous mentionnez le nombre de voitures, alors évidemment on peut avoir les chiffres, mais c'est vrai qu'avec des particuliers qui proposent leur véhicule, ils vont proposer leur véhicule lorsqu'ils n'en ont pas besoin. Donc un véhicule qui va être proposé sur la plateforme par un particulier, ça peut être 2 week-ends par mois, le mercredi après-midi, voilà, lorsqu'il n'est pas utilisé. Donc ce n'est pas considéré comme une offre complète, comme le véhicule d'un professionnel qui va être dédié à l'activité de l'autopartage. Mais en tout cas, on a du coup cette offre qui est déjà présente, qui est déjà existante, et on est également labellisé par la métropole pour pouvoir proposer des stations en voirie sur un modèle qu'on connaît déjà de stations en voirie, avec donc 50 véhicules sur 25 stations qui vont voir le jour prochainement dès que les travaux seront réalisés. Sans rentrer dans le secret défense, aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de transactions sont opérées sur votre plateforme, justement, de particulier à particulier ? Quelle est la quantité de trajets qui peuvent être réalisés avec votre service, ou c'est des éléments qui ne sont pas forcément tracés à l'échelle locale ?
C'est des éléments qui peuvent être tracés à l'échelle locale que je n'ai pas en tête. J'ai pas sorti les chiffres sur la métropole de Lyon, mais on a un nombre important de trajets et qui vont rejoindre ce que vous mentionnez sur la boucle. Et c'est en fait la vraie différence, elle est là, c'est entre la boucle et du free floating. C'est vrai qu'on est sur nous aussi des usages par rapport à ce que vous avez mentionné pour LPA Cities qui vont être même un peu plus conséquents. En termes de temps et en termes de durée, puisqu'on est sur de la boucle pour des usages un peu plus longs, un peu plus ponctuels, mais aussi un peu plus longs quand il y a vraiment besoin d'un véhicule pour un déplacement particulier. Très bien, merci. Je vais transférer le micro à Elsa pour évoquer, justement, vu l'historicité que vous avez sur le marché lyonnais, quelle est la singularité de cette place lyonnaise en termes d'autopartage sur les 20 dernières années et à l'avenir. Voilà, qu'est-ce qui fait que Lyon est spécifique en termes d'autopartage? Alors pour nous, ce qui est spécifique, c'est qu'on a commencé, donc comme vous l'avez souligné, il y a longtemps, et qu'on met un accélérateur depuis finalement 3 ans, puisqu'on avait encore 100 véhicules il y a 3 ans, et qu'on est passé à 200 en 2021. On a testé le free floating aussi, et on a décidé de ne pas poursuivre cette activité-là à partir de 2023. Et donc aujourd'hui, on est en phase d'accélération au niveau de l'offre, puisque, comme vous l'avez souligné, on était à 200 véhicules en 2021. On va terminer le mois d'avril à 600 et fin 2025, on aura 800 véhicules sur le territoire de la métropole. Notre spécificité aussi, c'est qu'on ambitionne et on a les objectifs de déployer le service sur l'ensemble du territoire métropolitain, sur les 58 communes de la métropole. Donc évidemment, plus particulièrement sur Lyon et Villeurbanne, avec 80% de notre flotte, ce qui permet d'avoir une densité de véhicules et une densité de services intéressante pour l'usager, mais toujours avec un développement de notre activité et des flottes sur les 56 autres communes qui sont parfois plus périurbaines, avec des dynamiques différentes, plus aussi avec une mixité d'usages moins prononcée qu'on peut avoir en centre-ville. Donc avec des complexités différentes, mais qui permet d'avoir un vrai service public, puisque c'est aujourd'hui la volonté d'aller sur cette démarche-là, d'offrir le service à tous sur l'ensemble du territoire. En termes de gouvernance, peut-être évoquer une petite particularité, une évolution sur le contexte lyonnais? Alors effectivement, en termes de gouvernance, c'est aujourd'hui un gros changement, puisque c'était la SEM LPA qui exploitait le service Cities LPA sur le territoire, et qu'à partir du 1er avril 2024, ce sera la SPLM, donc la Société publique lyonnaise des mobilités, dont l'actionnariat principal est porté par la métropole de Lyon, mais c'est une entreprise donc, avec des partenaires, des actionnaires publics. Pardon. Et donc, on aura demain la SPLM avec la métropole pour poursuivre ce service. On fait partie évidemment du réseau Cities, donc de la coopérative Cities, et ce qui est très important pour nous et pour la métropole, d'être toujours membre et adhérent du réseau coopératif, puisque c'est ce qui fait partie aussi de l'ADN du service, c'est de mutualiser, de s'entraider. Et même si on peut être parfois concurrent sur un territoire, là, il y a une coopération entre tous les acteurs Cities, et de pouvoir promouvoir aussi l'intermodalité, puisque quand on est sur 200 villes avec un réseau, eh bien, on permet de pouvoir faire de l'intermodalité avec le train, avec d'autres modes de transport, et ce qui permet pour les usagers de se libérer de la voiture et d'aller sur la démotorisation aussi. Qu'est-ce qui a fait que LPA Cities est passé d'une centaine de véhicules à plus de 400 aujourd'hui finalement, et surtout est sorti un petit peu du couvert? On était sur une offre d'autopartage qui était très concentrée dans les parkings en ouvrage LPA et qui a trouvé progressivement une place sur le domaine public. Qu'est-ce qui a impulsé cette évolution-là? C'est vraiment la volonté d'avoir un service public d'autopartage et de créer ce choc d'offres. C'est-à-dire qu'en rendant visible le service, eh bien, on allait créer la demande, puisque aujourd'hui, on l'a bien vu, on est en place depuis 2003, donc ça prend beaucoup de temps pour accompagner le changement, et ça ne se fait finalement pas assez vite pour pouvoir répondre aux ambitions de changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air, etc. Et donc, il fallait créer ce choc d'offres, et donc c'est pour ça qu'on accélère sur la mise en place des véhicules et le déploiement. Très bien. Maxime, Thomas, Vincent, qu'est-ce qui a fait que vous êtes mobilisés et présents aujourd'hui sur le territoire lyonnais, concrètement?
Alors, pour ma part, pour WePlus, c'est vraiment une volonté du Crédit Agricole d'être présent. On est déjà présent sur 3 villes en Italie, Turin, Milan et Rome. Le Crédit Agricole étant lyonnais, en tout cas la caisse régionale à Champagne-Mont-d'Or, avait vraiment cette volonté de commencer par Lyon. Et notre siège historique aussi de Drivalia, avant même qu'on soit Crédit Agricole, est à Limonest depuis une vingtaine d'années. Donc pour nous, ça coulait de source que ce soit à Lyon. Ouais, on voulait commencer par la métropole lyonnaise. Territoire expérimental pour un déploiement à l'échelle de la France, du coup. Oui, pour un déploiement sur d'autres villes, mais oui, déjà expérimental sur Lyon, qui est plutôt bien amené par les politiques publiques pour nous aider à mettre en place l'autopartage. Vincent, Léo & est une société lyonnaise, du coup. Oui, exactement. Alors, lyonnaise, on parlait de financement ce matin, on a été soutenu dans le lancement par notre société mère qui s'appelle Vulog, qui est une société niçoise qui propose la technologie de partage à des opérateurs de mobilité, c'est-à-dire un boîtier connecté qui est installé dans les véhicules et une application mobile qui peut être installée pour les usagers en marque blanche. Donc Vulog existe depuis 2006 et a fait le choix en 2021 de créer une filiale pour essayer de démontrer les bienfaits de l'autopartage pour les collectivités, pour les habitants, mais aussi pour les opérateurs, pouvoir démontrer qu'on peut avoir une activité qui est rentable en tant qu'opérateur de mobilité, ce qui est un vrai enjeu et ça a été un peu le fil rouge des discussions aujourd'hui. Est-ce qu'on doit être subventionné par les collectivités ou est-ce qu'on peut être rentable en tant qu'opérateur privé sans subvention extérieure? Donc c'est un petit peu cette équation qu'on essaye de résoudre, d'où l'idée de créer un démonstrateur à l'échelle d'une métropole. Et effectivement, la question s'était posée de savoir sur quel territoire on allait lancer ce démonstrateur. Le choix de la métropole de Lyon a paru assez évident. On voulait que ce soit en France parce que Vulog est une société française. On avait quand même besoin de bien comprendre les enjeux, notamment légaux en France. Donc ça nous allait bien. On cherchait une collectivité qui soutienne l'autopartage. Et on a compris qu'avec les écologistes à la tête de la métropole et de la ville de Lyon et de Villeurbanne, il y avait une forte volonté de développer l'autopartage, donc de nous soutenir. Et ça, c'était très positif pour nous. On cherchait également un territoire dynamique qui accueille à la fois des étudiants, où il y a une dynamique économique, où il y a un flux touristique également. C'était très important pour nous. Et enfin, une métropole avec un réseau de solutions de mobilité existants qui soient déjà denses, de qualité et très utilisées. Ce qui est le cas de la métropole de Lyon, avec des réseaux de transport en commun qui sont très performants, avec des réseaux de vélos partagés, de trottinettes partagées, des voies cyclables. Et on sait que l'autopartage est complémentaire de tous ces modes. Donc pour nous, c'était plutôt un terrain favorable pour se lancer. Et on savait également qu'il y avait une offre en boucle existante, une offre en free floating qui était plus faible et qui était peut-être vouée à disparaître. Donc on se disait qu'il y avait de la place pour lancer un autopartage en free floating sur la métropole de Lyon. Voilà, c'était un petit peu ça les raisons du lancement de Léo & Go à Lyon. Et oui, il fonctionne. Et pour Getaround, la volonté de développement à Lyon, sur la métropole de Lyon, elle s'inscrit dans un projet un peu plus global qui a été de proposer de l'autopartage en voirie sur plusieurs territoires. On a commencé, Monsieur Béliard était là ce matin, on a commencé par Paris avec l'appel d'offres Mobilib. On est l'un des 4 opérateurs présents en voirie à Paris avec 150 véhicules. Et ça s'est fait ensuite de manière assez organique sur différents territoires assez importants, grâce à notre activité initiale depuis 2010 de location entre particuliers, mais également avec certains professionnels. On a déjà des retours d'expérience de la donnée sur les territoires, ce qui nous permet, ce qui ensuite nous motive à rencontrer les collectivités pour développer des projets et pouvoir occuper de la voirie avec des véhicules dédiés à l'autopartage. Voilà, donc Paris, la métropole européenne de Lille, la métropole de Nice, Monsieur Vichredo en a parlé juste avant, et d'autres territoires à venir, dont Lyon, qui motive nos décisions. Et pourquoi c'est important la voirie, même si on a déjà une offre invisible, c'est justement pour la rendre visible et la mettre en valeur. Je crois que c'est l'étude de l'ADEME de 2019. Un peu moins d'un nouvel utilisateur sur 3 de l'autopartage a connu l'autopartage soit en ayant vu une station dans la rue, soit en ayant vu un véhicule avec les autocollants, les stickers, chose qu'on fait, je pense, tous, pour être visible. Donc voilà, l'enjeu il est là, c'est visibilité, accessibilité sur différents territoires où on a déjà de la donnée intéressante.
C'est une transition idéale, cette notion de visibilité, pour parler de la notoriété de l'autopartage. Vous êtes des experts, vous connaissez le sujet depuis fort longtemps. Ce qui ressort aussi de certaines enquêtes, c'est qu'il y a une grosse confusion auprès de la population entre ce qu'est le covoiturage et ce qu'est l'autopartage. Et grosso modo, aujourd'hui, et selon vous, quel est le niveau de notoriété de l'autopartage et quelles sont encore les marges de progression sur le territoire lyonnais, mais de manière générale, on va dire, pour que les opérateurs puissent faire connaître leurs services? Oh bah, peu importe. Alors, c'est vrai que la notoriété, bon, si je parle de mon service qui est tout jeune, on a besoin, nous, de se faire connaître. Donc, effectivement, la visibilité est primordiale, la communication aussi. Pour nous, I+, c'est vraiment une vitrine de tous les produits qu'on peut aussi proposer sur de la courte et moyenne durée. On s'appuie sur l'expérience italienne, mais on a besoin effectivement d'être connu. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur la métropole et sur l'agence des mobilités qui va parler de nous tous, de toutes les possibilités qu'ont les usagers à répondre à la ZFE pour tout ce qui est des motorisations et transport au quotidien. Donc ils vont forcément parler d'autopartage et parler de nous. Et il faut vraiment qu'on ait cette proximité avec les usagers de la métropole lyonnaise. Après, les Wengo et nous, et I+, nous sommes tous les deux présents sur l'aéroport et ça permet également d'attraper une clientèle touristique ou même business, mais qui vient sur l'aéroport de Lyon. Pour compléter ce que dit Maxime, quand on est arrivé nous sur le territoire de la métropole en 2021, on a évidemment voulu faire connaître la marque Léo & Go, ce qu'était le service, ce qui était une bonne chose, mais aussi à la fois une erreur. Avant de faire connaître une marque, il faut faire connaître le principe. Et on s'est rendu compte que les gens ne savaient même pas ce que c'était que l'autopartage. Et aujourd'hui, là, nous réunis, on représente 1 millier de véhicules sur, pas toute la métropole, mais un certain nombre de communes quand même, ce qui est assez anecdotique. On regarde du nombre de personnes sur le territoire, du nombre de véhicules particuliers. Donc, je pense qu'on n'est pas encore dans la phase de se demander quel service va être utilisé par l'usager. Est-ce qu'un des services va être utilisé par un usager de l'autopartage? Qui va être un usager? Après, il fera son choix d'utiliser de la boucle, du free floating, I+, Léo & Go, Getaround, peu importe. Mais on a vraiment un besoin de créer cette notoriété. On a besoin aussi d'être soutenu. C'est compliqué pour un opérateur seul de communiquer sur son service. Le message est moins puissant également quand on met en avant une seule marque. Donc c'est aussi une des attentes des opérateurs de la part des collectivités. C'est un support dans la communication autour de l'autopartage au sens large. La journée qu'on a aujourd'hui en est un bel exemple. Alors, il y a évidemment un flux de communication vers les collectivités. C'est ce qu'on fait dans ces tables rondes et entre professionnels du secteur. L'événement qui est organisé à l'extérieur permet aussi de mettre en avant l'autopartage auprès du grand public. Et c'est vraiment ce type de support dont on a besoin pour faire connaître l'autopartage. Et on a tous un intérêt commun à ça. Et on n'est pas encore au stade d'un marché où il y a vraiment une concurrence, je dirais. Je pense qu'aujourd'hui, on peut accueillir de nouveaux opérateurs, de nouvelles voitures, sans que ça vienne grignoter sur les parts de marché de l'un ou de l'autre. Voilà. Les enjeux que vous avez en commun, notamment de notoriété, annihilent finalement toute problématique de concurrence. L'enjeu, c'est de faire connaître l'autopartage avant de faire connaître votre marque respective. Absolument. Thomas, quelque chose à rajouter? Oui, tout à fait, notamment sur ce dernier point. Effectivement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et même entre opérateurs en boucle, il y a aussi des différences entre les services proposés, que ce soit au niveau de la tarification, on le constate au niveau des usages. Donc voilà, entre free floating et la boucle, ça ne répond pas aux mêmes besoins, aux mêmes usages. Donc il y a déjà une certaine complémentarité en ce sens-là. Et même entre les opérateurs en boucle, entre les véhicules proposés, la tarification, inclure le kilométrage ou le carburant, l'un ou l'autre. Voilà, ces différences-là font que l'utilisateur final, alors il faut qu'il y ait déjà la connaissance de l'autopartage, que ce soit un utilisateur averti, certes, c'est l'étape 2, mais un utilisateur averti pourra ensuite choisir le service approprié à son besoin de déplacement, qu'il soit récurrent ou ponctuel. Mais voilà, ensuite, pour ce qui est de la notoriété, je rejoins tout ce qui a été dit. C'est vrai que le covoiturage, qui est également une super solution à truster l'autopartage. On est encore sur le village de l'autopartage. On m'a demandé, du coup, l'autopartage, c'est quoi?
c'est comme le covoiturage. Donc voilà, il y a de la pédagogie à faire, mais c'est normal, c'est aussi notre métier de porter cette voix-là, cette connaissance-là. Là, on est avec un public averti, donc on sait de quoi on parle, mais effectivement, on continue de porter cette parole-là et de pouvoir avoir des événements en commun à travers les associations, de pouvoir porter qu'est-ce que l'autopartage et le faire connaître, c'est une bonne chose. Justement, puisqu'on parle de notoriété, je vais vous proposer un petit entracte publicitaire. Sortez vos paquets de bonbons et vos boissons fraîches. On va se retrouver comme si on était dans une salle de cinéma de la métropole de Lyon. Parce que la métropole a justement compris que ce déficit de notoriété, c'était forcément une pénalité pour le développement de l'usage. Et cette campagne de publicité que l'on va vous partager va être lancée dans les prochains jours, si je ne me trompe pas, dans les cinémas de la métropole. J'aimerais changer de voiture. Critère 1 ou 2 grands max. Ah oui, les directives européennes. Oui, et la qualité de l'air aussi un peu. Oui, bien sûr. Plutôt avec un grand coffre et facile à garer. J'adore les vides-greniers. Alors, j'ai ce qu'il vous faut. Quelque chose avec de la reprise, mais sans trop de chevaux. Entre le prix de l'assurance, le carburant, le stationnement, puis avec les problèmes de hanche de ma mère. Enfin voilà, un véhicule adapté quoi. Avez-vous pensé à l'autopartage ? Un service flexible et accessible sur tout le territoire, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui propose un large choix de véhicules et des formules de durée et de kilométrage adaptées à tous vos besoins. Un service économique avec un coût calculé en fonction de vos consommations exactes, durée, kilomètres, mais également des formules tout compris. Carburant, assurance, entretien, assistance, avec ou sans abonnement. Un service adapté à tous les usages, avec une large gamme de véhicules répondant à des besoins variés. Vacances en famille, citadines ou utilitaires pour aller au travail, accompagner le transport de personnes à mobilité réduite, déménagement. Un service durable qui participe à la baisse des émissions de polluants tout en libérant de la place dans l'espace public, pour des déplacements plus respectueux de l'environnement qui encouragent l'intermodalité. L'autopartage dans la métropole de Lyon, c'est tous les avantages d'un véhicule en ville, sans les inconvénients. Petite réaction à chaud, Elsa. Est-ce qu'on y est ? Est-ce que la notoriété de l'autopartage va décoller avec ce type de campagne ? C'est ce qu'on espère. En tous les cas, effectivement, la notoriété, elle passe par beaucoup de leviers. Que ce soit par les acteurs publics, que ce soit par nous opérateurs, que ce soit par nos clients, parce que c'est quand même souvent eux qui sont les premiers bons messagers et les premiers rapporteurs d'affaires, on va dire, ou rapporteurs de clientèle et d'usagers sur l'autopartage. Et bien sûr, les entreprises, puisque c'est aussi par elles qu'on pourra convertir ou faire passer les messages aller sur de l'autopartage, que ce soit pour des usagers professionnels ou pour des usagers plus pro loisirs et personnels. Très bien. La question me brûle la bouche. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui doit se la poser aussi. J'anticipe peut-être la partie ouverte aux questions de la salle de la fin. Mais l'autopartage aujourd'hui à Lyon, est-ce que c'est rentable ? Le silence. Je peux démarrer. Merci Vincent pour ce sacrifice. Je vais combler le vide. Non, alors ça peut être rentable. Chez Léo & Go, on a été rentable certains mois de notre activité, donc ça veut dire qu'on est arrivé à supporter tous nos coûts et à les compenser par notre revenu, sans subvention externe, et voilà, avec des tarifs qui sont de l'ordre un peu de ce qu'on fait tous. Une journée en Léo & Go, ça coûte une soixantaine d'euros. Une heure, ça coûte 13 euros. Une minute, ça coûte 32 centimes. Donc, une dégressivité en fonction de l'usage. Donc, on est arrivé à montrer que c'est possible. Maintenant, il faut que cette rentabilité soit pérenne, c'est-à-dire le démontrer sur le long terme. C'est une rentabilité qui est très maigre. Ça veut dire qu'on est encore très exposé, notamment au cas d'événements extérieurs. On peut penser à du vandalisme, des émeutes, comme on a eu l'été dernier, qui nous mettent énormément à risque et qui font que cet équilibre fragile peut basculer rapidement. On atteint aussi ces résultats avec un taux d'usage qui est encore relativement faible. On parlait de 15 000 trajets. Sur 400 véhicules, c'est encore relativement faible. En tout cas, une flotte d'autopartage est capable d'absorber beaucoup plus de trajets. Le taux d'utilisation des véhicules reste faible avec 15 000 trajets. Donc
ce qui va nous aider, évidemment, c'est l'augmentation de la demande. Ce qu'on maîtrise bien, nous, c'est l'optimisation de nos coûts, mis à part, encore une fois, les facteurs externes tels que le vandalisme, mais sur nos équipes, la conduite de nos opérations, c'est vraiment des chantiers sur lesquels on peut travailler et aller optimiser. Là où c'est plus compliqué, c'est le chantier de la notoriété, de l'acquisition client, de la répétition de l'usage par nos clients. Et donc, c'est là qu'il va falloir avoir une progression significative dans les prochaines années. On pense que l'entrée en vigueur de la ZFE progressive, avec la suppression des vignettes critères 5, puis 4, puis 3, puis l'exclusion totale du diesel, vont faire qu'il y aura un abandon de plus en plus massif de la voiture individuelle, les contraintes aussi sur le stationnement, sur la circulation. Donc notre vision, c'est qu'on est qu'au début et que c'est plutôt encourageant et possible. Maintenant, ça reste un équilibre qui est quand même très précaire. Et donc on suit ça avec beaucoup d'attention pour la suite. Le message latent à la métropole, c'est qu'il faut soutenir le rythme des actions visant une démotorisation pour ne pas perdre finalement cet élan positif sur votre équilibre économique. Bien sûr, et c'est une chance aujourd'hui d'avoir plusieurs acteurs comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas sur le territoire de la métropole. On a le cas de Ziti, effectivement. Donc il y a des acteurs qui viennent, qui partent. Il y a un petit peu de mouvement comme ça. Léo Go, c'est une société qui est quand même assez jeune, qui a 3 ans. Donc on n'a pas la prétention de dire qu'on est encore installé solidement sur le territoire. C'est plus le cas peut-être pour Cities LPA, mais avec un modèle peut-être un peu différent et pas les mêmes objectifs exactement. Donc on est sur un marché qui est très complexe. On considère qu'il y a un moment quand même à saisir aujourd'hui du fait d'avoir ces opérateurs en place, que c'est le moment d'investir massivement dans la communication autour de l'autopartage pour essayer de se reposer sur ces acteurs pour faire en sorte qu'on arrive avec des milliers de véhicules dans les prochaines années à horizon 2026-2028, entrée en vigueur finale de la ZFE. Donc là, il y a vraiment un moment à saisir. On se dit que si on le rate et que les opérateurs qui sont en place aujourd'hui finalement ne parviennent pas à s'installer de manière durable, la question qu'on se pose, c'est est-ce que d'autres viendront encore, en fait, sachant qu'il y a eu des échecs. On parlait d'Autolib ce matin ou Bluely sur le territoire de la métropole de Lyon, qui ont fini par partir après 7 ans d'exploitation et des millions d'euros de pertes. Voilà, il y a vraiment un moment à saisir et s'appuyer sur les opérateurs en place. Merci pour cette honnêteté. Non, effectivement, si moi je m'appuie sur le passé qu'on a en Italie, mais qui est relativement jeune aussi, parce qu'on est présent sur Turin, Milan et Rome que depuis 4 ans, avec 1000 véhicules, ce qui représente au total un peu plus de 30 000 trajets par mois. On arrive à être rentable au bout de certaines années, mais c'est toujours pareil, il y a une question d'incivilité qu'on ne peut pas contrôler et qui peut vite faire basculer, comme le disait Vincent tout à l'heure. Ce que n'a peut-être pas de l'autopartage avec station d'attache, parce que les véhicules sont un petit peu plus sécurisés, tandis que nous, à partir du moment qu'ils sont dans la rue en free floating, on est soumis à l'incivilité des gens, quoi. Voilà. C'était pas forcément un sujet qu'on avait prévu d'évoquer, mais deux acteurs se positionnent. Je pense que c'est important de le souligner. Le vandalisme aujourd'hui, c'est quelle proportion de vos charges concrètement et quel impact direct, parce qu'on imagine assez bien la perte de recettes liée à la disparition de l'outil qui permet aux usagers de se déplacer, potentiellement des impacts sur les assurances. En premier lieu, qu'est-ce que ça représente concrètement comme charge? Est-ce qu'il y a des épisodes assez dramatiques que vous pouvez nous partager? Respectivement, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Alors pour parler du cas de Léo Go, donc du free floating tel qu'on l'opère aujourd'hui, oui, le vandalisme existe. Il existe en général par vague, c'est-à-dire qu'on va avoir des vagues de calme et des vagues de grande peur avec beaucoup de destruction de véhicules. Il suffit de quelques individus, c'est ce qu'on a appris. Quelques individus peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc on a besoin, nous, là, de soutien de la part en général de la police municipale pour identifier ces personnes. C'est la seule solution pour faire en sorte que ça s'arrête. Quand on parle de vandalisme, ça va d'un bris de glace à un incendie total du véhicule, et avec des impacts évidemment sur l'assurance. Une assurance évidemment veut toujours toucher plus de cotisations que ce qu'elle ne paye en frais de réparation, ce qui peut s'entendre, et finit par exclure des risques. Et donc c'est ce qui se passe progressivement chez les autopartageurs. Alors il y en a certains assureurs excluent carrément le risque autopartage. C'est-à-dire quand vous allez les rencontrer, ils vous disent autopartage, c'est niette, je ne veux même pas vous assurer. Mais certains vous disent je vous assure, par contre, pas l'incendie ou pas le vandalisme
ou pas tel type de sinistralité. Donc compliqué de trouver un assureur avec des cotisations qui augmentent progressivement et donc qui font peser des charges de plus en plus importantes. C'est aussi quelque chose qui est très mal compris par les usagers, le fonctionnement d'une assurance en autopartage, le fait qu'il y ait des franchises potentiellement à régler en cas de dommage. Donc on essaie aussi de responsabiliser beaucoup l'usager. Mais je dirais qu'un accident de la route créé par un usager, c'est quelque chose qui peut arriver à monsieur tout le monde au volant de sa voiture. C'est triste, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut prévoir en fonction d'une volumétrie de trajet, de la typologie de véhicule qu'on met en place. On arrive à modéliser ces choses-là. Par contre, tous les facteurs externes, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Il nous arrive de fermer des zones sur le territoire de la métropole quand on voit qu'il y a des zones où il y a des surcroîts de vandalisme. C'est un peu la seule façon de nous protéger. On communique aussi entre opérateurs quand on a vraiment des pics à certaines zones, parce qu'on considère que c'est pas forcément ciblé contre les Wango, c'est ciblé contre toutes les voitures. Malheureusement, on en a un certain nombre dans les rues de la ville, donc on est plus soumis. Peut-être qu'Elsa, tu voulais dire quelque chose sur la station aussi. Alors en station aussi, malheureusement, on est aussi soumis au vandalisme sur nos voitures. Les stations, après, ça va être aussi de l'incivilité, c'est-à-dire que comme on est réservé, on a des espaces réservés sur le territoire, on a été obligé de mettre des arceaux automatiques pour permettre en fait que le véhicule retrouve bien sa place en fait lorsqu'il revient en station. Le vandalisme, effectivement, c'est très variable, c'est très dépendant des événements, de ce qui se passe sur le territoire. On ne le maîtrise pas du tout. Et après, on essaie de lutter avec effectivement des véhicules qui sont moins coûteux dans la réparation, qui permettent peut-être de rabattre les rétroviseurs quand on peut, voilà, des petites choses, mais qui sont plutôt du préventif, parce que de toute façon, si le vandalisme est là et l'incivilité, on a du mal à effectivement lutter contre ça. Les véhicules qui sont stationnés en parking en ouvrage sont moins sujets à ces problématiques-là. Définitivement, oui. Là-dessus, on a très peu de dommages, puisque de toute façon, oui, effectivement, dès qu'on est dans un parc en ouvrage, c'est surveillé, contrôlé. Effectivement, tout de suite, le vandalisme, on est beaucoup moins soumis. Très bien. Alors, autour de la table, on a des opérateurs de free floating et on a un ancien opérateur de free floating, LPA, qui a abandonné Yay. Est-ce que je peux vous interroger sur les motivations de l'abandon de ce système-là, de manière à ce que les opérateurs de free floating puissent se positionner justement sur l'intérêt de développer massivement cet outil-là en complémentarité des services en boucle? Effectivement, alors pour nous, ça a été un choix de se concentrer sur le modèle en station, parce que ça nous semblait plus pertinent sur le type d'usage qu'on voulait promouvoir. Et c'était aussi parce que ce sont des véhicules souvent qui sont plus vandalisés aussi dans notre modèle. Donc on constatait que c'était pour nous plus coûteux de les entretenir, de les maintenir. Et donc on a préféré se concentrer sur de l'autopartage en boucle qui permet d'avoir un autre type d'usager. C'est souvent que par contre, le premier usager, il va se diriger plutôt sur du free floating parce qu'il va considérer qu'il y a une certaine liberté, qu'il peut avoir une flexibilité ou une souplesse et qu'il ne paye pas quand il stationne ou quand il n'a pas besoin de son véhicule. Mais finalement, les deux modèles se retrouvent bien et sont complémentaires. Et donc, nous, on a fait ce choix-là de pouvoir se concentrer sur cette activité-là. Et pour vous, il y a de la place pour le free floating? Pour le free floating, et alors justement, en quoi les usagers de la boucle se distinguent? Est-ce qu'il y a un morphotype, un profil type de l'usager du free floating, respectivement de la boucle? Et quelles sont leurs principales différences potentiellement? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un profil type. Je pense qu'ils peuvent être complémentaires. Enfin, en tout cas, louer les deux services. Pour nous, chez iPlus, le free floating est vraiment en complémentarité des produits qu'on propose en plus chez Drivalia. Tout ce qui est courte et moyenne durée. On estime que si vous souhaitez partir plus longtemps ou plus loin, on a un réseau d'agences traditionnelles sur toute la France qui permet largement de le faire, que ce soit en aller simple ou en aller-retour. Donc, l'autopartage, c'est vraiment... en free floating, c'est vraiment un plus qu'on propose sur la métropole de Lyon et qui fonctionne de la même manière en aller simple. On trouve aussi que c'est plus simple pour l'usager de se rendre à l'aéroport et de laisser le véhicule à l'aéroport et de pouvoir le reprendre quand il revient. Ce sera un autre véhicule, mais il fait du one-way. Pour nous, c'est vraiment une singularité. On pense que c'est un service en plus qu'on propose à nos clients.
Oui, pour compléter, sur le free floating, il y a l'instantanéité de l'accès qui est hyper importante. C'est vrai qu'en boucle, on est sur une réservation, donc c'est plutôt un trajet, je pense, planifié à l'avance. En cas de besoin ponctuel, spontané, le free floating peut répondre pour un trajet de A vers B également. Donc, on voit chez nos usagers qu'ils utilisent les services, enfin le service en boucle et les services en free floating. Ils ont l'habitude de jongler avec plusieurs applications. C'est quelque chose qu'on voit sur d'autres engins de mobilité partagée, typiquement les trottinettes en libre service. On voit que l'usager s'est habitué à utiliser plusieurs services au fil du temps. Une singularité qu'on a peut-être chez Léo Go que je peux mentionner, la limite du free floating, effectivement, c'est la disponibilité d'un véhicule. On parlait de l'aéroport. Si demain matin, je dois partir à l'aéroport à 4h du matin, est-ce que je vais vouloir prendre le risque d'ouvrir une application de free floating et de ne pas trouver de voiture? Et là, je serai dans la difficulté. Ou alors je prends l'aéroport, ça peut être un rendez-vous professionnel important, un déménagement, peu importe. Mais un cas où on a vraiment besoin d'un véhicule, pour pallier à ça, on a créé la pré-réservation, donc c'est un intermédiaire entre la boucle et le free floating. C'est-à-dire que l'usager nous fait une demande d'un véhicule à une adresse de son choix dans notre zone de service, donc sur les 6 communes qu'on dessert dans la métropole de Lyon. Il ne sélectionne pas un véhicule, il sélectionne une adresse, une date et une heure, et on lui garantit la disponibilité d'un véhicule dans un rayon de 500 mètres autour de l'adresse indiquée. Donc, en tant qu'opérateur, ça veut dire qu'on a 2 options. Soit un véhicule est déjà présent dans la zone, on a simplement à la louer à l'usager, soit il n'y a pas de véhicule, pas de chance, là il faut qu'on apporte un véhicule. Donc c'est un service complémentaire qui est payant pour l'usager, mais on vient faire finalement du free floating avec garantie de la disponibilité d'un véhicule. On ne peut pas le faire à l'échelle de 15 000, 20 000, 30 000 trajets, évidemment. Et le but, c'est pas de faire de la livraison de véhicules devant la porte de chacun, mais c'est quelque chose qui vient un petit peu compenser un des risques autour du free floating. Et après, de manière plus générale, nous, on est tout à fait alignés avec la vision de la métropole de Lyon. Le free floating doit permettre d'assurer un maillage dense de véhicules dans des zones à forte densité de population, le cœur de métropole, et que la boucle, qui peut avoir sa place aussi dans le cœur de la métropole, va être aussi très efficace pour les villes plus périphériques, où on sait qu'il y aura un taux de motorisation des foyers qui sera plus élevé, et que le véhicule en station sera probablement plus adapté pour une certaine typologie de trajet. Voilà. Alors, je vais préciser, mais quand même, l'autopartage en station, c'est assez flexible aussi. On réserve jusqu'à 15 minutes avant. Donc, on peut réserver pour 1 heure, on peut réserver pour plus longtemps. Donc, il y a vraiment cette complémentarité aussi. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir, avec la densification du service, de proposer le véhicule à chaque besoin et au moment où on en a besoin, en fait. Et donc, c'est vrai que la diversité des véhicules, que ce soit des petits véhicules, des véhicules électriques ou des véhicules plutôt familiaux, vers des vannes ou même des utilitaires. On a quelques véhicules aussi équipés pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est important d'avoir cette diversité et c'est ce qui fait aussi que l'usager, il pourra trouver le véhicule dont il a besoin au bon moment, quel que soit le lieu finalement, parce que quand on va être sur Lyon-Villeurbanne, on aura peut-être un véhicule en autopartage, que ce soit en station ou pas d'ailleurs, mais peut-être tous les 400 ou 500 mètres. Donc il y en aura un en fait à proximité et ce sera le bon en plus. C'est marrant, par ce jeu de réaction finalement aux uns aux autres, on se rend compte que la concurrence est quelque chose d'assez sain finalement pour aller rechercher une amélioration du service par rapport à ce que les concurrents peuvent proposer. Donc plus de réactivité sur le système en boucle qui peut être qualifié un petit peu de rigide, respectivement plus de sécurité à l'usage pour les systèmes en free floating qui peuvent potentiellement être absents en cas de besoin. Donc on est toujours dans cette logique de complémentarité et de saine concurrence qu'on peut observer. Sur le territoire lyonnais, on a déjà pas mal parlé de vos offres, mais moi ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir, pour celles et ceux qui opèrent aussi en dehors du territoire lyonnais, quelles sont les bonnes pratiques dont on peut s'inspirer sur d'autres territoires, que ce soit en France ou à l'étranger, et qui sont bonnes à partager pendant cette table ronde. Peut-être Thomas ? Oui, pour différents territoires. Alors sur le territoire national, je pense par exemple à la métropole européenne de Lille. On opère, donc on est opérateur labellisé autopartage aux côtés de Cities, sur 8 communes de la métropole avec plus d'une trentaine de véhicules. Ce qui est intéressant sur la métropole européenne de Lille, c'est que les stations d'autopartage sont communes aux opérateurs, en l'occurrence 2 opérateurs. Donc chaque opérateur a un nombre de places réservées, mais la station est partagée entre les opérateurs. Ce que je trouve intéressant, je ne sais pas si c'est une bonne pratique, je n'ai pas de leçon à donner à la métropole de Lyon bien évidemment, mais ce que je trouve intéressant dans ce modèle-là, c'est d'avoir
un hub d'autopartage avec... on vient de mentionner la complémentarité des offres en fonction des besoins, même dans la boucle. Là, du coup, ça me semble intéressant. On a une offre qui est réunie, concentrée au même endroit. Alors, ça n'empêche pas de travailler sur un maillage également, mais cette solution est intéressante avec des places bien identifiées, avec un logo de la métropole, en tout cas un logo autopartage fait par la métropole et des stations bien identifiables. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors, vous avez mentionné l'étranger. Et je sais que c'est la journée nationale de l'autopartage, mais effectivement, chez nos voisins belges, sur la région de Bruxelles-Capitale, on est donc agrémenté par la région de Bruxelles-Capitale pour opérer sur les 19 communes de la région. Et on est présent sur plusieurs communes de la région. Ce qui est intéressant, c'est que la région est en train de travailler sur des hubs mobilité qui, là, va réunir des acteurs de la boucle, donc Getaround, Cambio, pour ne pas les nommer, mais également des opérateurs de free floating et d'autres services avec de la livraison comme où on peut récupérer ses colis directement, enfin plusieurs services, mais en tout cas sur des hubs de mobilité avec d'autres services associés. Donc ce point me paraît intéressant. Et très rapidement, pour finir, si on veut parler de l'électrification de l'autopartage, mais c'était le sujet de la table ronde juste avant, et pour souligner ce qu'a pu dire M. Vifredo, et je confirme, puisque le cadre qui a été mis en place par la métropole de Nice est hyper intéressant pour développer l'autopartage. En tout cas, les conditions proposées par la métropole sont vraiment intéressantes pour développer l'autopartage électrique. Et c'est pour ça qu'on a choisi de se développer là-bas aux côtés de Mobilize. Très bien. Alors, ce voyage a commencé à Lille, en passant par Bruxelles, on continue à Nice. Je vous propose de le prolonger un tout petit peu vers l'Italie, où nos amis d'I+, ont déjà 2-3 références et peut-être des bonnes pratiques à partager. Oui, alors effectivement, sur les 3 villes, donc Turin, Milan et Rome, je reprécise, elles sont toutes les 3 bien différentes, mais elles donnent de la facilité à tous les acteurs de l'autopartage et de la réactivité, aussi bien sur l'ouverture des zones que de l'augmentation de la flotte. Et c'est vrai que c'est appréciable pour mes confrères italiens qui ont besoin de développer leur activité sur place. Ouais. Et c'est vrai que sur la métropole, on a aujourd'hui accès quasiment toutes aux mêmes villes. C'est vrai que si des fois on aurait envie de grossir plus vite, on est soumis aux AMI de chaque mairie. Bon, après on les consulte, mais des fois ils tardent à arriver ou ils veulent pas venir. Donc, bon, voilà. Très bien. Alors justement, AMI de commune, donc déploiement territorial géographique. Comment ça va se passer et quelles sont les clés de la réussite d'un déploiement géographique, finalement d'une ville-centre avec une densité, des caractéristiques que vous évoquiez Vincent tout à l'heure, des emplois, des actifs, des étudiants, des touristes qui viennent créer un petit peu de masse, mais quand on veut en faire un vrai service public et déployer sur l'ensemble d'un territoire et aller chercher des secteurs un peu plus denses ou un peu moins denses ou un peu plus spécialisés, purement habitat, purement activité, comment est-ce que ça peut se passer ? Alors de notre côté, on travaille énormément avec chacune des collectivités locales de la métropole, donc avec les 58 communes, puisque c'est un travail minutieux qu'on mène avec eux conjointement pour identifier les besoins, pour positionner les stations sur les endroits les plus stratégiques et les plus visibles aussi, et avec le potentiel d'usage à chaque fois qu'on espère optimiser. Après, c'est très variable. On peut avoir des stations en périphérie qui peuvent... on pourrait se dire qu'elles ne vont pas forcément avoir un usage très important. Mais finalement, il faut quelques utilisateurs pour que le service fonctionne et réponde à des besoins et se fasse connaître. Et puis, finalement, sur d'autres, c'est aussi cette visibilité-là et c'est de pouvoir aussi être présent pour amorcer finalement le changement et pouvoir dire qu'il y a cette possibilité-là qui est offerte dans chacune des communes du territoire. Donc, c'est vraiment un travail minutieux et conjoint avec chacun et chacune.
peut-être pour terminer, laisser un tout petit peu de place aux questions de la salle, une tribune à chacun et chacune d'entre vous pour vous permettre d'exprimer quelles sont vos attentes aujourd'hui de soutien par rapport à la collectivité, ce qu'elle peut proposer. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du stationnement avec l'exemple de la métropole européenne de Lille. Qu'est-ce qui pourrait permettre, je pense aussi à la communication qui a été évoquée, qu'est-ce qui pourrait permettre de donner le coup d'accélérateur, le coup de boost en termes de notoriété, d'usage et d'utilité pour vos services et que la métropole de Lyon pourrait vous apporter? C'est effectivement un résumé de tout ce qui a été dit. Mais je pense que c'est la communication. On a pu voir ce très beau film et le belle initiative. Et également l'accompagnement, puisqu'on connaît bien les consultations des AMI sur les différentes communes. Alors pas forcément sur Lyon, mais c'est un peu partout le même principe. Voilà, peut-être faciliter ces communications également internes pour faire connaître les opérateurs déjà présents, labellisés ou autres aux différentes communes pour faciliter, une fois qu'on est rentré au niveau de la métropole, d'une agglomération, d'avoir une communication sur toutes les communes qui sont un peu plus simplifiées, facilitées pour les opérateurs et permettre un déploiement peut-être un peu plus simplifié, et également pour le respect des stations, du stationnement, un travail de proximité avec les pouvoirs publics, police municipale, également pour faire connaître l'autopartage et le faire respecter pour que ce soit une belle expérience pour les utilisateurs et en faciliter son adoption. C'était une très bonne synthèse. Est-ce que Vincent, vous aurez quelque chose à y rajouter? Alors, peut-être un point plus, au-delà de tout ce qui a été dit, peut-être un point plus spécifique sur le free floating. Une demande qu'on a faite, c'est au niveau du stationnement. Nous, ce qu'on note, c'est qu'on a certains usagers qui arrêtent d'utiliser les véhicules en autopartage en free floating parce qu'ils ont des difficultés à trouver une place de stationnement en fin de parcours. Alors certes, ils ne payent pas leur stationnement, c'est inclus dans le tarif, mais quand ils doivent utiliser le véhicule 20 minutes supplémentaires pour trouver une place, ça représente un coût, vu qu'on tarifie à la minute ou à l'heure, peu importe. Et donc, nous, ce qu'on suggérait, c'était de faciliter l'expérience pour l'usager de l'autopartage, pour le pousser à se séparer de sa voiture individuelle, veut dire que l'expérience serait plus simple de trouver une place de stationnement quand on utilise un véhicule autopartagé en free floating. On peut penser aux zones de stationnement qui sont aujourd'hui réservées, par exemple pour les véhicules de livraison, par exemple pour les trottinettes en libre service, pour des vélos en free floating dans certaines communes. On pourrait imaginer des zones de stationnement pour les véhicules d'autopartage en free floating, pas réservées à un opérateur, c'est un petit peu ce que tu disais Thomas, ça peut être multi-opérateur, mais pour que l'usager de l'autopartage ait un avantage à faire l'effort d'utiliser, à franchir le pas pour utiliser un véhicule partagé plutôt qu'un véhicule individuel. C'est une demande en tout cas qu'on a fait nous ici, sinon on a un risque effectivement que les usagers se déportent du free floating. Le nombre de places de stationnement en voirie s'est réduit de manière assez drastique, donc on a un risque d'effet inverse, c'est-à-dire que tous les usagers qu'on a transposés sur l'autopartage en free floating repassent potentiellement sur une voiture individuelle, un mode moins vertueux. Donc, point de vigilance sur le stationnement. Maxime, j'espère que vous n'auriez pas quelque chose à rajouter. Il faut laisser un tout petit peu la parole au public, 5 minutes. Si vous avez des questions qui n'ont pas été posées et qui vous brûlent la langue, vous aussi, c'est le moment de les exprimer. Je monte. Bonjour. Je suis Jean-Pierre Charvelin, je travaille chez Tisséo Voyageurs à Toulouse, donc l'opérateur de transport public. Je m'interroge sur le fait que, est-ce que le free floating, pour vous, n'est pas quand même un risque de concurrence avec les transports en commun? Puisqu'a priori, la mobilité la plus importante, elle est plutôt dans les centres-villes, enfin plutôt là où il y a une offre, mais on le voit bien pour tous les autres services de mobilité en free floating, les trottinettes, les autres. Et voilà. Et donc je m'interroge là-dessus, c'est quelle est votre position à vous et comment vous vous voyez en complémentarité ou en concurrence. Alors je ne pose pas la question à Citis, puisque effectivement, c'est moins le cas, je pense, pour pour la boucle, mais pour le free floating, je m'interroge. Alors, merci pour cette question. Pour moi, c'est un service qui est clairement complémentaire du transport en commun. Surtout quand on est citadin, qu'on a des enfants, qu'on sorte le soir ou autre.
mais surtout quand on est propriétaire d'une voiture et qu'on veut se démotoriser. Si on se démotorise, on peut peut-être difficilement passer de j'ai ma voiture, je l'utilise tous les jours pour faire des trajets qui ne sont pas forcément nécessaires, ou alors je l'utilise que le samedi, je n'utilise plus que les transports en commun. Et pour moi, ça peut être une transition ou une complémentarité justement sur des distances qui ne sont pas couvertes par les transports en commun ou des horaires qui peuvent ne pas être couverts par les transports en commun, voilà, ou des distances. Voilà. Et pour compléter, il y a aussi le point de la tarification. Je pense qu'aujourd'hui, les transports en commun, un ticket de bus de métro à Lyon, ça coûte 2 €. Une demi-heure d'autopartage, ça coûte 7-8 €. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra répéter à la même fréquence. Et on le voit dans nos données d'usage. On a une répétition qui est beaucoup plus faible. Et également préciser que les trajets moyens chez nous, c'est de l'ordre de 15-20 km. On a beaucoup de trajets qui se font de ville périphérique à ville périphérique. À Lyon, il y a une organisation des transports en commun qui fait que c'est un petit peu plus compliqué de rejoindre une ville périphérique de l'Est à une ville périphérique de l'Ouest. Donc c'est aussi l'intérêt d'étendre ces services de free floating pour faire ce que le transport en commun ne peut pas faire. Et de toute façon, avec 400 véhicules, on ne transportera jamais des dizaines de milliers d'usagers. C'est pas là, je ne pense pas que ce soit la vocation première. Donc la complémentarité, pour moi, est là. Eh bien, merci, puisque il est 17h. Alors d'abord, on peut vous applaudir. Hein.